C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 43 sur Canal M. Au sommaire aujourd'hui, Alain Bouchard, un grand pionnier queer qui s'éteint. Blocage des nouvelles canadiennes de Meta sur les plateformes Facebook et Instagram, un impact senti sur les médias de la communauté LGBTQ+. Retour à la chronique santé aux petits soins avec Gengis Grenier et puis notre première discussion transcontinentale queer au casse transcontinent queer. Eh bien oui, c'est le sommaire de l'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce 25 septembre, à 3 mois de Noël les amis. Ben oui, on est un petit cadeau, un peu à l'avance. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, on a appris discrètement la semaine dernière le départ d'Alain Bouchard à l'âge de 77 ans des suites d'un cancer. Psychologue, il a été l'éditeur pendant 30 ans du magazine RG. Il a été aussi un des pionniers de la communauté LGBT du Québec et grand fondateur en 1979 du Guide gay du Québec, la plus ancienne publication LGBT, toujours d'ailleurs publiée au Canada et au Québec. Pour en parler, celui qui a pris la relève du magazine RG et qui a pris la relève justement de la publication du Guide gay du Québec, André Gagnon, qu'on rejoint aux îles de la Madeleine par visioconférence. Allô André? Allô? D'abord, Ça va bien? Oui, ça va bien. D'abord, mes condoléances, André, parce que je sais que c'est quelqu'un qui était près de toi. Oui, bon, c'est quelqu'un, comme tu as dit, dont j'ai pris la relève là, dans la publication des magazines RG, puis, mais surtout aujourd'hui du Guide gay du Québec, qui sont devenus les guides de GQ. Et donc, j'ai toujours entretenu une bonne relation avec Alain tout au long de toute façon de si on peut appeler ma carrière comme éditeur, là, même à l'époque où on publiait des magazines dits concurrents, on a toujours eu une excellente relation. Et c'est ce qui a fait que quand Alain était prêt à passer à autre chose, il m'a proposé de me vendre le magazine RG et le Guide du Québec. D'accord. Pour ceux et celles qui n'ont pas vécu l'époque, ou même ceux qui l'ont vécu mais qui ont peut-être oublié, c'est qui Alain Bouchard? D'abord, c'est un psychologue, hein, c'est ça? Oui, d'abord, c'est un psychologue bon, qui a une formation impressionnante là, dans les universités françaises, à McGill, à Montréal, et qui, depuis les années 70, a travaillé à une nouvelle approche de l'homosexualité, à la démystification de l'homosexualité et à bien vivre son homosexualité. Alors, il a été un pionnier vraiment des études gays et lesbiennes, comme on les appelait à l'époque au Québec. Il a organisé, dès les années 70, 4 symposiums sur l'homosexualité. Je parlais tantôt à son conjoint, Richard, et il me disait, par exemple, que c'est des symposiums où, par exemple, il y a eu un jeune Régent Thomas, encore étudiant, qui y avait participé. Alors, on voit Puis Régent comment... Thomas qui a quand même été le grand nom hein, de la lutte contre le VIH au Québec, hein? Puis dans le monde même. Tout à fait. Moi, c'est le Régent Thomas, quand j'ai commencé à faire le journal Homo Sapiens, c'est la première personne que j'ai interviewée il y a 30 ans. Alors donc, C'est quelqu'un qui... ouais, on peut dire donc que Alain Bouchard a eu une influence incroyable même sur les militants qui l'ont suivi. Bien sûr, parce que surtout avec d'une part avec les livres qu'il a écrits, les symposiums, mais après, ça s'est fait, il y a eu la poursuite de ce militantisme-là, c'est fait à travers le magazine RG. Le magazine RG a été pendant longtemps le seul magazine vraiment au Québec sur une base prolongée, là, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs magazines un peu, pas éphémères, mais qui ont duré quelques années, comme le Berdage, etc. Mais le seul magazine là, dont Alain Bouchard a été éditeur pendant 30 ans, pendant longtemps, ça a été le seul à parler d'enjeux politiques et sociaux sur une base régulière. C'est lui, à travers les pages d'RG, que ont été portées les principales revendications qui ont amené à une quasi-égalité en droit aujourd'hui pour les personnes LGBT.
En fait, le magazine Hergé, ce qui était particulier de ce magazine, les gens ne se rappellent pas, mais c'était bien avant qu'on ait Grindr et puis Scruff et toutes les applications. En fait, c'était un lieu de rencontre. Hein. Les gens s'envoyaient des petits messages par le truchement du magazine. C'est comme ça qu'ils se Ben, rencontraient. au début, si ça s'est appelé RG, c'est qu'au début, ça s'appelait tout simplement Rencontre gay, et c'était dans les 2, 3 premières années, c'était uniquement des annonces de rencontres. Évidemment, on est avant Internet, on est à l'époque où même le village n'existe pas encore formellement à Montréal. Il y a quelques commerces, une petite concentration de commerces gays autour de la rue Sainte-Catherine, mais on n'appelle pas encore ça le village. Alors, à cette époque-là, pour se rencontrer, il n'y avait pas 36 façons. Alors, il n'y avait évidemment pas tous les réseaux sociaux. Alors, c'était par la poste. On plaçait une annonce et des gens répondaient par la poste et on leur envoyait les réponses. Alors, au début, Rencontre gay, c'était exclusivement ça. Et puis, peu à peu, tout en gardant les annonces de rencontres, il y a eu du contenu et c'est devenu un véritable magazine. Écoute, Et ouais. qui s'intéressait à tous les enjeux sociaux et politiques de la communauté. Ouais. Écoute, moi, je me pose la question, Alain Bouchard, il est mort comme ça. Si ce n'avait été que de certaines publications de personnes comme toi, je m'en serais jamais rendu compte sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire comme communauté pour reconnaître cette personne-là? C'est moi. Ben, ça, c'est évidemment, c'est à la communauté à se poser cette question-là, je pense, d'abord et avant tout. Mais moi, personnellement, j'aurais souhaité que ce soit une reconnaissance Là, moi, qui je le soit faite vois. de son vivant. Je sais OK? pas. Mais bon, Je c'est vois, sûr c'est juste que je que suis pas capable de connecter le visuel. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui se branche sur Internet, sur la même ligne que nous. Excuse-moi qu'on a été un petit peu interrompu. Faudrait juste faudrait juste couper son micro, s'il vous plaît. Continue, s'il te plaît. Oui, vas-y, voyons. Là, j'ai-tu perdu André. André, oui. OK, c'est là, c'est bon. Alors, André, tu disais, demandez qu'est-ce qu'on devrait faire pour reconnaître là, rapidement l'importance de cette personne? Ça, c'est une question que la communauté elle-même devrait se poser. Mais c'est certain que moi, je jugeais à propos de souligner le départ d'Alain, que j'ai appris avec quelques jours de retard, moi aussi. D'autant plus que, comme j'ai écrit, la dernière fois que je lui ai parlé cet été, je lui avais dit que je voulais faire un profil de sa longue carrière, de son militantisme, pour l'insérer dans le guide GQ. D'accord. Et dans cette perspective, oui, de souligner toute la part, l'importance qu'il a eue. Ben, André Gagnon, qu'on a rejoint aux îles de la Madeleine. Un petit peu désolé pour ce petit pépin de son tantôt, mais merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Puis certainement, on va revenir sur cette question-là en temps et lieu. Merci beaucoup, André. Merci, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. OK. Oui, c'est un petit peu rock'n'roll parce qu'on a plusieurs entrevues aujourd'hui en même temps. Vous l'avez appris depuis un mois, vous l'avez vu, en fait, vous l'avez constaté depuis un mois que, quand vous allez sur vos connexions sur Facebook ou Instagram, il n'y a pas grand contenu de médias canadiens. Et quand vous essayez d'en mettre, on vous bloque. Alors, parce que Meta, qui est propriétaire d'Instagram et Facebook, est fâché contre le gouvernement fédéral à cause justement de cette question de lui demander de payer un peu pour les médias canadiens qu'on reproduit sur ces plateformes-là. Et puis, c'est Facebook qui fait de l'argent et ce ne sont pas les médias qui en font. Alors, c'est la manière que Facebook et Instagram et Meta ont décidé de punir le gouvernement fédéral en s'attaquant aux médias. Sauf que c'est pas seulement que les grands médias qui souffrent de ça, ce sont aussi nos petits médias, notamment les médias queer. Et pour discuter de ça, parce que ce magazine-là en est atteint vraiment, on parle donc à Yves Lafontaine,
qui est l'éditeur et qui est donc de Fugue et qui est au premier plan de tout ce qui se passe là. Salut Yves, qu'on rejoint ici à Montréal. Salut Yves, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Alors Yves, dis-nous d'abord, comment ça s'est passé pour Fugue, cette situation-là, quand on a décidé de couper l'accès aux médias canadiens sur Instagram et Meta? Ça s'est fait progressivement, hein. Il y a eu des tests à partir du mois de mai. On le savait parce qu'ils nous avaient déjà envoyé des avertissements que euh, pour ce pour comment je peux dire pour euh, éviter la nouvelle loi C-18, Facebook et Meta allaient être bloqués. Donc, il testait plusieurs choses. L'idée, c'est que ça signifie qu'une partie de l'achalandage du site était coupée partiellement. Là, maintenant, c'est complètement via Facebook et Instagram. On a quand même la chance, nous, d'être connus et de ne pas juste être un média numérique. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous lisent sur le web parce que ça fait longtemps qu'on existe et ils nous visitent régulièrement, mais ça l'a quand même, je dirais que ça l'a réduit environ dépendamment des journées, de 15 à 20 de notre achalandage. L'impact est aussi sur nos partenaires communautaires parce que toutes les entrevues, les reportages, les chroniques qu'on publie sur fugue.com étaient aussi partagées par nos partenaires ou même des lecteurs qui voulaient justement échanger par rapport à l'opinion d'un chroniqueur, un événement qui venait de se passer. Donc là, présentement, tous les contenus qui ont une URL reliée à un site Internet sont bloqués. Les gens qui mettent une photo, ils font un commentaire par rapport à un article, ça, c'est pas bloqué parce que Facebook n'a aucune manière de pouvoir identifier que c'est lié à un média canadien. Donc là, Donc, ouais, mais ouais, est-ce que ça a un impact directement sur vos revenus? Parce que, il faut se le dire, là, c'est pas évident là, pour les médias de se financer. c'est pas un impact direct dans notre cas parce que, comme je disais, Facebook, c'est juste une des manières de rejoindre notre lectorat, nous. On a, il faut comprendre qu'il y a environ 5 ans, on s'était déjà fait fourrer par Facebook, là, tu sais, en bon Canadien, là, je dirais. Euh, on s'est fait. L'idée, ce qui est arrivé, c'est que on a été l'objet d'attaques de beaucoup de sites en provenance de Russie et de pays musulmans. Hmm. Et des gens ont indiqué que sur notre site, il y avait de la pornographie, alors que sur la page Facebook de Fugue, il n'y a jamais eu de nudité, il y a eu quoi que ce soit, mais juste mettre, par exemple, un homme en maillot de bain dans l'eau, dans la mer, c'était le cas, là. À 3 reprises, on a fait un reportage sur les maillots de bain, puis un reportage sur South Beach. Et la succession de plaintes qui se sont faites a provoqué le blocage de la page dans un premier temps, puis finalement le blocage complet de la page Facebook pour tout le monde. Et là, nous, on avait quand même 18 000 abonnés à la page Facebook de Fugue. Donc là, on a eu comme une réflexion, est-ce qu'on remet autant d'énergie sur Facebook? On n'avait pas vraiment le choix, donc on a recommencé, mais là, c'est la deuxième fois, là, tu sais. Donc Ouais. là, nous, on a décidé d'avoir d'autres types de partenariats. Tu sais, on a développé avec Apple News et avec Google News des ententes de visibilité Oui, c'est sur vrai, leur. je reçois beaucoup parce que je suis abonné aux deux, effectivement. Euh, Exactement. je- Donc, c'est des agrégateurs de nouvelles, ça, qui permettent d'avoir, dépendamment des thématiques qui intéressent la personne, des nouvelles en lien avec
disons, l'homosexualité, la bisexualité, la non-binarité, les questions transgenres et d'identité de genre, par exemple. Ouais. Donc, nous, il y a une partie de notre lectorat qui vient de là aussi, en plus du fait que on partage le contenu complet du magazine via des plateformes comme Issuu, Biblimag, Pressreader. Donc ça fait que, et tous ces articles-là, ils donnent un lien vers le site web du magazine. Donc, en multipliant les possibilités d'accéder à la nouvelle directement, on a limité d'une certaine manière l'impact d'un blocage de Facebook. Mais c'est certain que ça a un impact au niveau de la visibilité du magazine parce que les gens, ils passent, dans certains cas, Ouais. jusqu'à 3 et 4 heures par jour sur Facebook. Moi, je vais t'amener quand même à quelque chose qui est important dans tout ça, c'est que en même temps, nos communautés sont très présentes sur les réseaux sociaux et tout à coup, cette source d'information-là disparaît, en fait, comme toutes les autres sources d'information. Et ça pose pas un problème, ça, parce que moi, je me dis, déjà, là, qu'on est sous-représenté partout, ça sera... Effectivement, c'est pas juste une question de sous-représentation, c'est aussi il y a beaucoup de partages de nouvelles qui ne sont pas basées sur des faits, mais sur des impressions. Ben, tout le contenu haineux qu'on a vu la semaine dernière autour des manifestations. Alors, ça, c'est l'autre chose que je vais t'amener là-dessus, parce que Facebook est capable de couper des sources d'information canadiennes, mais c'est drôle quand on lui demande de s'occuper de la désinformation et surtout des contenus haineux à l'égard de nos communautés. Ils font rien, ou très peu. Ah, ils font très peu de choses, effectivement. Là. C'est visiblement pas leur priorité. Là. On l'a vu, là. Mais si on revient à aux événements de mercredi dernier, là, en rapport avec les manifestations, là, moi, je veux bien que les parents soient inquiets là, de ce qu'on enseigne aux enfants dans les écoles, mais ce qu'on a vu mercredi, ça ne relève pas de l'inquiétude, là. C'est plutôt de l'hystérie basée sur l'ignorance. Tout à fait. Ça démontre que les gens sont facilement influençables si on joue sur des éléments comme la méfiance envers le gouvernement, l'inconfort par rapport à l'homosexualité, la non-binarité, les personnes transgenres, puis la croyance que le droit de pratiquer une religion, ça permet de limiter les droits à la visibilité d'une minorité qui leur apparaît dangereuse. Alors que dans les faits, là, c'est juste, on est comme le reste de la population. Ben, on va s'arrêter là-dessus. Yves Lafontaine, rédacteur en chef du magazine Fugue. Merci beaucoup d'avoir été à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Plaisir. Aux petits soins. Attention, code rouge. Avec Gengis Grenier. Gengis. Bonjour, bonsoir. Oui, parce que les gens nous écoutent de jour ou de soir ici. Alors, on va s'habituer. C'est la nouvelle façon de présenter. Je l'adore. Pour être franc, ça m'a fait sourire là, de bord en bord jusqu'aux oreilles. Alors, ça fait partie de notre façon de présenter nos chroniques parce que les gens nous écoutent souvent en balado-diffusion, puis ils vont chercher peut-être des choses particulières, fait qu'ils vont identifier de plus en plus nos chroniques à partir de ces indicatifs musicaux. C'est bon, moi je m'identifie à cette introduction. Ben justement, on en parlait avec Yves Lafontaine tout à l'heure de cette question des identités de genre et de la manifestation de mercredi dernier. Manifestation quand même dans 77 villes. Ça va faire pas mal le tour de l'émission. Aujourd'hui, on en reparle tout à l'heure à Transcontinent Queer. Mais je reviens là-dessus. Toi, comme personne de la santé... J'ai écouté les dernières minutes là, de votre entrevue ensemble. Moi, je suis un peu déstabilisé par ce qui s'est passé la semaine passée pour plusieurs raisons. Premièrement, on en parlait dans tous mes milieux de travail. Un petit rappel, je travaille dans 10 pharmacies, 8 cliniques médicales, un centre d'aide communautaire dans 2 métropoles, 2 provinces différentes. Tout le monde en parlait. Puis, moi, je n'étais pas au courant de ce qui se passait jusqu'à temps que je sois sur l'autoroute 50 entre Saint-Jérôme et Ottawa, puis que 3 gros camions se mettent de travers sur l'autoroute et rallongent ma journée d'1h30. Et c'était des manifestants? Apparemment, c'est ce que la policière qui nous a dit de prendre l'autoroute 148 nous a dit. Là, elle nous a dit c'est des manifestations elle a dit anti-tout, anti-genre, anti... Là, je suis comme, bon, au moins, ils n'ont pas bloqué les routes secondaires, je vais pouvoir me rendre à ma clinique d'Ottawa. Donc, moi, personnellement, très déstabilisé
déstabilisé, puis je me suis dit comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé où ce que une polémique autour d'une drag queen qui raconte des comptines destinées à des enfants dans des écoles. En fait, c'est pas dans les écoles, dans des bibliothèques. Dans des bibliothèques en plus, on puisse en arriver jusque-là quand les parents étaient d'accord pour ça. Moi, Denis Martin, je suis pas passé par 4 chemins. Moi, je suis un professionnel de la santé qui a une discipline en santé sexuelle. Puis, dans les questionnaires qu'on administre, je dois demander aux gens comment ils s'identifient. Est-ce qu'ils sont cisgenres? Est-ce qu'ils sont transgenres? Est-ce qu'ils sont non-binaires? Et etc. Puis, il y a une longue liste duquel j'ai dû me familiariser avant notre entrevue aujourd'hui. Mea culpa, j'ai pas fait de formation professionnelle à cet égard. Et même aujourd'hui, à ce que je sache, il n'y a pas de formation disponible avec notre ordre professionnel également, et ça dans 2 provinces canadiennes distinctes. J'ai fait les recherches, j'ai rien trouvé. Il y a peut-être de la formation qui s'en vient à cet égard-là, mais à date, même si que je suis un homme gay cisgenre qui recherche l'information là-dessus, des fois, je me suis retrouvé avec plus de questions que j'ai pu trouver de réponses. Donc, j'ai questionné directement la clientèle avec leur consentement. Ceux qui me disaient, moi, je m'identifie non-binaire, je m'identifie intersexué ou tout ça, puis je leur ai dit, qu'est-ce qui vous amène à vous identifier non-binaire? J'ai besoin de comprendre comme professionnel. Il y a des manifestations, comme vous dites, dans 77 villes au pays. Puis, j'ai été... ça m'a tellement fait vraiment de quoi au cœur de savoir que des gens d'un extrême à l'autre aient à se confronter pour des raisons aussi biologiques, aussi naturelles. Moi, je veux juste qu'on ramène quelques chiffres ici de Statistique Canada. En 2000, selon le recensement 2021, 99,66%, soit une écrasante majorité, des gens s'identifient comme cisgenres. Toutes les autres sont dans le moins, dans 0,33%, on parle de moins de 1% des gens. Et de faire un si grand cas de ça. Ouais, un si grand cas pour aussi peu, tu sais, de gens, OK? La minorité invisible, qui regroupe toutes les personnes LGBT, gays, lesbiennes, transsexuelles, transgenres et non-binaires et toutes nous autres ensemble, en 2018, on était 4% affirmés de la population, quand on sait très bien que les chiffres tournent plus autour de 10%. Ensuite, faut pas oublier que ces gens-là qui prennent leur courage à deux mains pour s'affirmer, nous, dans notre minorité invisible, on est la catégorie de la population, même si on est minoritaire, c'est étrange, on est victime d'actes de violence et criminels, soit d'actes à caractère haineux à notre égard populationnel. Quand que je sonde, pour revenir à mes patients, parce que je m'adresse à des gens qui prennent leur courage à deux mains puis qui sont capables de me le dire face à face. Fait qu'en toute confidentialité, moi, j'ai le droit de vous dire les réponses que je reçois. Ben, c'est sûr que quand une personne qui est née hermaphrodite dans les années 80 puis 90... Hermaphrodite, c'est-à-dire qui... Hermaphrodite, c'est qu'on est incapable de savoir si c'est une fille ou un petit garçon à la naissance. Au niveau biologique. Au niveau biologique, on peut pas savoir si c'est des organes génitaux externes ou internes que l'on voit. Donc, ce qu'on appelle des fois intersexes maintenant. Oui, ben c'est presque 2 synonymes, en fait. Ouais. On n'est pas capable de différencier, dans le fond, la personne à la naissance. Puis, tu sais, nous, dans le fond, on vient quand même de très loin, là. Ouais. L'humanité actuelle provient de l'âge médiéval. Ben, au siècle dernier, il y a des médecins qui se permettaient de prendre une décision avant la poussée de croissance, avant la poussée hormonale pour ces jeunes-là, puis de décider quel serait leur sexe selon leur jugement individuel et professionnel. Fait qu'il y a des gens qui ont été charcutés dans le mauvais sexe. Fait que la personne qui veut se réapproprier le sexe qu'elle aurait dû avoir, ben, elle sent où cette personne-là? Mais là, mais parlons aussi des cas peut-être plus nombreux, parce que c'est quand même assez rare, là, des cas d'intersexe. Ils sont quand même 2% de la population. C'est jusqu'à 2% selon les pays donnés. Puis la personne qui se réveille et qui se dit « Ah, mon Dieu! » qui se réveille un jour, quelqu'un qui vit cette situation-là, qu'on appelle la dysphorie de genre. Oui, la dysphorie de genre. En fait, c'est une personne qui se sent pas dans le bon corps. Ça, c'est un terrain quand même plus glissant parce qu'on aborde des sujets très, très délicats ensemble aujourd'hui. La dysphorie de genre touche 0,5 à 0,6% de la population selon Statistique Canada, ce qui est quand même considérable. Là, sur 40 millions de personnes, ça fait quand même une bonne batch d'individus. Là, on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes qui ne s'associent pas au sexe dans lequel ils sont nés. En fait, oui. Puis là, je vais faire quand même une petite distinction. On vient au monde d'une façon... Notre corps peut avoir
une apparence sexuelle, c'est-à-dire Oui. que bon, pour un homme, tu as un pénis, pour une femme, Oui. c'est une vulve, mais ça ne veut pas dire avec ça que la personne s'identifie au sexe avec lequel elle est Oui, née. tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle à un moment donné cette dysphorie de genre. Je dis, moi, j'ai un corps d'homme, mais je me sens pas très bien là-dedans. Oui, non, exact. Ces individus-là, ces personnes-là, dans le fond, veulent arborer, veulent vivre la vie du sexe contraire dans lequel ils s'identifient. Ça aussi, ça fait partie des gens qui répondent à mon questionnaire. La dysphorie du genre, c'est triste à dire, mais est encore perçue comme, de ce que je peux comprendre, comme un point de vue plus psychiatrique en médecine spécialisée. Puis c'est vraiment dommage parce que ces personnes-là qui réussissent à s'affirmer peuvent même pas être prises en charge et subir leur chirurgie souvent au Québec ou au Canada, doivent sortir du pays, subissent tout leur traitement hormonal, leur chirurgie dans des pays étrangers. Il y a tellement beaucoup à rattraper sur ce grand écart-là aux services qui sont offerts à cette population-là. J'aimerais terminer aussi pour conclure, là, avant qu'on conclue, chez ceux qui s'identifient comme non-binaires et qui ne s'identifient surtout pas comme cisgenres, il y a tous ceux qui, par exemple, ont des sous-développements des organes génitaux, des hommes qui ont de la gynécomastie, soit... Moi, il y a des personnes qui rentrent dans mon bureau, ils sont attitrés hommes à la naissance, mais pour des raisons médicales rarissimes, ils ont une paire de seins dans le 34D, portent des brassières. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Non, faut vous comporter comme un homme quand cette personne-là doit naturellement porter une brassière le matin. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus, puis ces gens-là qui contestent, là... qu'on essaye de juste introduire le fait que c'est pas tout le monde qui a un pénis, puis c'est pas tout le monde qui a un vagin bien défini, puis ou qui a une belle paire de pectoraux, ou qui a une belle paire de seins bien définis, que c'est pas tout le monde qui a quand même de 0,5 à 3% de la population, toutes classes confondues, qui doivent se définir comme une autre catégorie inexistante. C'est un peu extrême. C'est des parents qui veulent tout montrer eux-mêmes à leurs enfants, peut-être dû à une raison culturelle ou d'éducation. Ça reste quand même dans les droits individuels, mais ce qui s'est passé la semaine passée à manifestation, je crois que tous les paliers du ministère doivent s'y attarder puis aller légiférer dans des zones très sensibles de ce sujet-là que nous abordons ensemble aujourd'hui. On n'a pas fini d'en parler. Gengis Grenier, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on se reparle dans un mois. Dans un mois, Denis Martin. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Alors, en deuxième partie d'émission, on continue notre discussion sur ces manifestations contre les droits des personnes de LGBTQIA+, parce que c'est pas rien que les trans, c'est tout le monde qui a fait l'objet des manifestants. On en discute à Transcontinent Queer, notre première grande discussion pan-canadienne sur les sujets queer. On vous parle de tout ça, donc, après la pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 43. C'est une demi-heure assez importante pour nous à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On va réunir des personnes de nos communautés d'un bout à l'autre du Canada pour discuter des enjeux queer qui affectent ces communautés, dont on parle pas très souvent, mais c'est pas toujours facile d'être queer et d'être francophone parce que les services sont pas toujours là. Mais on va discuter surtout d'actualité. Et oui, on va revenir sur ces manifestations anti-queer qui ont eu lieu la semaine dernière dans 77 villes du Canada. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent Queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre. Bon, je vous l'ai dit, on a toujours des belles petites intros à nos chroniques, à nos discussions. Alors, c'est vraiment important pour nous parce qu'on s'est dit l'an dernier, en tant qu'émission qui est diffusée d'un bout à l'autre du Canada, on trouvait qu'on n'était pas très présent à l'extérieur du Québec. C'est toujours le gros défaut. Puis moi qui ai travaillé pendant plus de 33 ans dans les médias, en fait 33 ans à Radio-Canada et dans les médias depuis 40 ans,
c'est souvent des fois qu'on oublie, puis c'est pas une bonne chose parce qu'il se passe beaucoup d'affaires dans le Canada, à l'extérieur du Québec, et ben, souvent on oublie que ça se passe là, ben, ça se passe chez nous, ou parfois il y a des enjeux qui sont importants. Alors, j'aimerais vous présenter le panel des personnes qui vont participer à ce segment d'émission une fois par mois qui s'appelle Transcontinent Queer. Je commence, tiens, par l'ouest du pays. Roseva Forg-Jenkins, qui est à Edmonton. Salut, salut Roseva. Bonjour. Alors, on est très content de te rejoindre là-bas. Roseva, dis-moi, qu'est-ce que tu fais, toi, à Edmonton? Ben, je travaille pour un organisme francophone qui s'appelle le Comité franco-queer de l'Ouest. On est la ressource connexe du LGBTQIA+, dans l'Ouest canadien. Donc, moi, je suis à Edmonton, mais j'ai des collègues qui sont en CB, puis on essaie de vraiment répandre notre mission, c'est ça, de parler des enjeux de LGBTQIA+, dans l'Ouest canadien. Et maintenant, vous allez en parler jusque dans l'Est du Canada maintenant, grâce à cette plateforme. On va aller à Toronto maintenant où nous attend Arnaud Baudry. Salut Arnaud! Bonjour Denis Martin. Alors Arnaud Bonjour tout le dit, monde. oui, on est content de te jaser aujourd'hui. Arnaud, tu vas donc nous parler des enjeux queer, mais plus dans la grande province de l'Ontario. Mais il y a tellement de monde chez vous qu'on vous a donné une province à toi tout seul. Alors Arnaud, tu fais quoi dans la vie? Donc moi je suis à la direction générale de Franco Queer, un organisme francophone en Ontario qui est là pour servir les francophones de SLGBTQIA+ dans la province. Et puis on va maintenant se rendre dans la municipalité de Clare, en Nouvelle-Écosse. Alors ceux qui ne connaissent pas la municipalité de Clare, c'est un petit peu à l'est de la vallée, à l'ouest de la vallée d'Annapolis, d'où ont été déportés les Acadiens. Et la personne qu'on rejoint là-bas, c'est Dan Robichaud. Salut Dan! Bonjour. Alors, Dan, je vois que tu es dans ton auto. Effectivement, c'est mon studio mobile. Alors, Dan, dis-nous, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, depuis plusieurs années, je me consacre à ma santé. Je suis survivant du VIH et puis je me consacre aussi à lutter contre la stigmatisation qui reste encore de nos jours. Puis j'essaie de me trouver une qualité de vie ici en Clare, à Baie-Sainte-Marie, dans le plus rural de l'Acadie en Nouvelle-Écosse. Wow, tout un choix de vie. Ben, justement, puisqu'on parle de lutter contre les discriminations, j'aimerais peut-être vous lancer tout le monde, parce qu'on en parle depuis le début de l'émission, de ces manifestations. Je vais me permettre le mot déplorable que nous avons vu au Canada depuis la semaine dernière, mercredi dernier. Comment ça s'est passé dans vos régions? Ben, déjà, je vais te lancer, je vais commencer à l'Est cette fois-ci. Dan, comment ça s'est passé chez vous, ces manifestations-là? Bien, il y a eu des manifestations dans tous les grands centres et les gens ont réagi. Le mood en général était peut-être que c'était une journée très sombre. En Nouvelle-Écosse, il y avait un lourd poids de contre-manifestants à toutes les manifestations qu'il y avait eu, mais ça a été noté qu'au Nouveau-Brunswick, des fois, il y avait plus de manifestants que de contre-manifestants. Et puis, ça aussi, ça fait réagir les gens que c'était véritablement sombre. Oui. Oui, et puis il y en a eu pas mal ici au Québec, mais je pense qu'on en a parlé en long et en large. Il y a eu beaucoup de manifestations devant à Montréal. Et puis, effectivement, je crois que les manifestants, les contre-manifestants étaient plus nombreux dans certaines villes ici. Mais de ton côté, Arnaud, en Ontario, ça avait l'air de quoi, les manifestations? En tout cas, de mon côté, j'ai participé à Toronto. Moi, je suis basé à Toronto. Il y avait des manifestations à côté de Queen's Park, donc l'Assemblée législative de l'Ontario. Il y avait un petit groupe de manifestants qui étaient là et un plus gros groupe de contre-manifestants qui étaient là aussi. Je sais qu'il y a eu d'autres manifestations dans la banlieue de Toronto avec des plus gros groupes. Il semble que les manifestants étaient quand même très bien organisés. Je sais qu'il y en a eu aussi à Ottawa, à différents endroits. Et il y a eu quand même des altercations dans certaines manifestations. Il y en avait une vendredi, un groupe s'est organisé pour essayer d'aller s'infiltrer dans une école, mais le conseil scolaire s'était organisé pour assurer la sécurité des jeunes et puis des équipes.
Mais c'est vrai que c'est des groupes qui ont l'air quand même nombreux et bien organisés. Là, dans le centre à Toronto où j'ai participé, je pense que c'était plus le groupe des contre-manifestants était plus gros parce que sans doute c'était Toronto Centre. C'est un peu atypique comme en termes de composition politique et de représentation politique par rapport au reste de la région et au reste de la province. Et puis allons faire un tour dans l'ouest du pays. Roseva. Oui, donc moi j'étais à Edmonton. À Edmonton, c'était une intersection au nord de la ville. C'était assez intéressant comme géographiquement parce que c'était vraiment les manifestants étaient sur un côté de la rue, puis nous autres, les contre-manifestants, on était de l'autre côté. Alors, c'était vraiment une grosse route qui nous séparait. Alors, il y avait moins cette séparation physique, mais c'était quand même, moi, j'étais allée tôt et je dirais que les chiffres de les deux groupes étaient assez pareil. Par contre, j'ai entendu qu'après, les personnes qui manifestaient sont devenues plus nombreux et il y avait moins de contre-manifestations. Mais c'était intéressant parce que nous autres, on était en avant d'un édifice qui s'appelle Alberta Teachers Association, donc l'association des professeurs en Alberta. Et eux autres étaient comme montraient leur support en avant en ayant une, un drapeau de Pride. Alors, même si les chiffres n'étaient pas sur notre bord, il y avait au moins beaucoup de personnes qui nous envoyaient leur support. Malheureusement, la police venait nous questionner sur notre bord, puis on disait, ben, va sur l'autre bord pour les personnes qui font les manifestations. C'est eux autres que tu voudrais leur parler, mais non, c'est juste la police qui voulait venir nous parler. Puis pas moi personnellement, mais je veux dire d'autres personnes dans le groupe des personnes qui faisaient la partie de la contre-manifestation. Alors, ça, c'était mon expérience à Edmonton. J'ai des collègues qui sont à Vancouver et à Victoria, et eux autres ont dit au moins les chiffres, je pense qu'il y avait beaucoup plus de personnes pour la contre-manifestation que la manifestation. Puis, tu sais, il y avait des beaux sourires d'eux autres dans le parc qui souriaient, alors je pense que eux autres, c'est plus... Euh, c'est ça, plus des débats, un air joyeux. Nous autres, à Edmonton, je dirais, c'était assez tense. Je vais lancer la question à vous trois. Prenez prenez le micro au moment où vous vous sentez prêt. Mais comment ça se fait qu'on voit des manifestations comme ça en 2023 pour, comme le disait tantôt notre chroniqueur en santé, puis après, si on parle des personnes non cisgenres, donc les personnes trans ou qui sont trans ou non binaires, c'est à peu près quoi, 0,33% de la population, selon le statistique canadien. Mettons qu'ils sont à peu près 3% parce que les gens ne se déclarent pas. C'est quand même une petite minorité. Qu'est-ce que c'est qui cause tout ce, d'après vous, ce branle-bas de combat de la part des gens qui opposent nos droits? Ben, pour moi, je pense qu'on voit beaucoup qu'on parle de les droits des adultes versus le droit des élèves. Et je pense que c'est vraiment peut-être les personnes qui font les manifestations de qu'est-ce que je peux comprendre, c'est que ça vient d'une peur de leurs enfants et de le contrôle sur leurs enfants, qui est des idées qui ne sont pas des choses que pour eux autres, ils pensent soit dangereux que leurs enfants soient exposés. Euh, alors, je vois ça de leur bord, je pense, de ce que je comprends de leur argumentaire. Mais qu'est-ce que je veux vraiment mettre l'emphase, c'est que nous autres, comme personnes qui étaient contre manifestation, c'est vraiment le droit des élèves. Alors, oui, les parents, je veux que les parents soient bien encadrés, c'est évidemment, mais ce que je pense qu'on veut vraiment comprendre, c'est que c'est vraiment le droit de la personne de s'affirmer comme qu'on est, utiliser le nom qu'on veut, les pronoms qu'on veut. C'est vraiment important qu'on donne ce droit aux jeunes de vraiment affirmer qui ils sont. Et je comprends que comme parent, peut-être l'idée de oh, à l'école, mon enfant utilise un différent nom, un différent pronom, c'est quelque chose que j'ai pas de contrôle. Peut-être ça peut leur donner la peur qu'ils savent pas qu'est-ce qui arrive dans leur vie, mais je veux juste vraiment mettre l'emphase que on veut donner le droit aux élèves de vraiment s'exprimer et c'est vraiment important pour les jeunes d'avoir un endroit sécuritaire où ils peuvent peut-être, essayer un différent nom, essayer un différent pronom, voir comment ils se sentent et après, quand ils se sentent prêts, ils peuvent venir à la maison partager avec leurs parents, mais c'est vraiment de donner la place
aux jeunes tous les jeunes, tout le monde, on a besoin des espaces pour comme, essayer des différentes personnes, essayer des différentes côtés de nous-mêmes, voir comment on se sent dans des différents groupes. C'est toute partie de la vie et vraiment donner cet espace aux jeunes de s'exprimer. Je pense que j'ai envoyé la balle à Arnaud. Comment est-ce qu'on explique ce genre de manifestation-là? Parce que d'une part, oui, on parle de la peur, mais il n'y a pas un certain degré de désinformation et de récupération politique là-dedans? Ben, moi, je crois clairement qu'il y a une mauvaise compréhension des enjeux, comme disait Roseva. On parle souvent de droit des parents, mais en fait, je le mettrais entre guillemets, il n'y a pas vraiment de droit des parents. Il y a un droit des enfants, oui, qui est documenté, qui existe au niveau fédéral, au niveau provincial et aussi dans les directives du ministère de l'Éducation, en tout cas pour ce qui s'agit de la province de l'Ontario. Et je pense qu'il y a cette peur des parents qui vraiment ne comprennent pas ce qu'on cherche à faire. On cherche pas à changer les jeunes, on cherche à ce que les jeunes s'affirment et aient le soutien dont elles ont besoin pour pouvoir s'affirmer et pour pouvoir vivre et pour pouvoir passer à travers leur éducation avec succès. Parce qu'en fait, si les parents et les personnes qui organisent ces manifestations s'occupaient vraiment des jeunes, s'ils voulaient vraiment soutenir les jeunes, ils s'intéresseraient aux causes de ce qui fait que les jeunes ne peuvent pas arriver à un succès à l'école ou ont des enjeux de santé mentale, des enjeux qui vont les freiner dans leur développement personnel et dans le développement de leur carrière au final. Donc, je pense qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension de ce qu'on cherche à faire. Et puis, effectivement, un peu une récupération politique. Moi, j'ai trouvé ça intéressant dans les manifestations. Il y avait des messages imprimés sur des pancartes en blanc et violet. Et quand tu retournes la pancarte, en fait, tu vois derrière le PPC. Donc, c'est aussi Le soutenu. Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, oui. Voilà, c'est soutenu aussi par des mouvements politiques qui ont cette vision-là. Et je pense aussi de manière générale, quand il y a des mouvements, parce on a quand même travaillé, on a poussé pour une avancée sociale ces dernières années, ça date pas d'hier, mais je pense que plus il y a des mouvements qui avancent, plus il y a des contre-mouvements qui se forment en réponse. Et c'est comme un peu des forces physiques qui s'opposent quasiment. Donc il y a des mouvements qui font avancer le progrès et il y a des contre-mouvements qui vont s'organiser pour aller dans l'autre sens. C'est malheureux, mais je crois que c'est la dynamique en fait de l'avancée dans les mouvements sociaux. Et toi, Dan, qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a beaucoup de mauvaises informations, surtout du côté des manifestations, parce que pour eux, c'est une question de moralité. C'est pas une question d'avoir un lieu sécuritaire pour l'enfant. Et ils ont même de difficultés à voir ça. Ça fait, ou au moins, c'est comment moi j'aperçois le message qui sort au Canada Atlantique. C'est que chez les manifestants, c'est une question de moralité. Et puis, il n'arrive pas vraiment à comprendre que l'école doit être le lieu sécuritaire pour l'enfant avant tout. Il y a une question quand même qui est importante dans tout ça, c'est que les gens semblent oublier, puis là, je n'ai pas les chiffres en tête pour mal faire, mais il semble que ces personnes-là semblent oublier que les taux de suicide chez les personnes queer, notamment chez les personnes qui vivent là, de cette dysphorie de genre, d'identité de genre, cette dysphorie-là, ou qui vivent ces débats-là, et chez les enfants, chez les adolescents, il y a un taux de suicide assez élevé. Et je crois que ces manifestations-là envoient un drôle de message, il me semble, non? Oui, absolument. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la recherche sur les taux de suicide, euh, c'est vraiment qu'on voit, il y a des recherches faites par The Trevor Project aux États-Unis. Moi, j'adorerais avoir ces mêmes statistiques au Canada. Malheureusement, on a moins au Canada. Mais on voit que quand les pronoms des jeunes sont respectés par les gens de leur vie, que le taux de suicide, ça baissait de 50%. Alors, on voit vraiment que aussitôt qu'il y a une affirmation des adultes dans leurs alentours, que ça aide énormément aux santé mentale des jeunes. Alors, je pense que c'est des personnes pour qui on dit qu'on apprend toute leur vie, que nous autres, on comprend que peut-être c'est quelque chose qu'on voyait pas quand on était
plus jeunes des différents pronoms, mais qu'on comprend que, OK, même si c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'on ne savait pas, que c'est quelque chose de nouveau, si on apprend ce nouveau langage pour comment parler aux jeunes, puis comment leur faire sentir supportés, que ça peut aider avec leur santé mentale. Alors, pourquoi pas qu'on voudrait faire tout est-ce qu'on peut pour supporter des jeunes? Et je rappelle à tout le monde que le pronom IL, là, ça date pas d'hier. Ça fait longtemps que ça existe. C'est juste qu'on ne l'utilisait pas. C'était dans la langue française depuis longtemps. C'est quand même intéressant quand on entend les gens dire les nouveaux pronoms. En fait, oui, c'est nouveau pour nous, mais ça ne l'est pas nécessairement dans la langue. Dan, je vais retourner à toi parce que à l'origine de ça, là, ça a commencé un peu avec la province du Nouveau-Brunswick, où il y a un premier ministre d'ailleurs qui a appuyé les manifestants, le premier ministre Higgs. Lui a fait passer un règlement pour annuler ce règlement qui permettait aux jeunes dans les écoles d'utiliser les pronoms qu'ils voulaient sans avoir à en parler aux parents. Maintenant, on doit consulter les parents. Il y a eu même eu une répercussion en Saskatchewan. On ira à toi, Roséva, après. Comment ça se passe, là, tout ça, là? Le même premier ministre qui a été photographié à serrer la main des manifestants, Ouais. disons. L'amertume continue. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un gros point d'interrogation. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Nouveau-Brunswick? Ça a été des cris d'alarme aussi là, pour véhiculer le message que dans le fond, l'école est avant tout le lieu sécuritaire pour l'élève. Et puis, revenons au taux de suicide qu'on parlait de. C'est évident que l'école a un rôle à jouer au-delà des idéologies myopes de certains parents. Roseva, en fait, il y a eu une contamination jusqu'en Saskatchewan de ce genre de façon de voir les choses. Oui, oui, absolument. Donc, c'est quelque chose que nous autres, on a fait, mon organisme, on a fait un communiqué de presse le 8 septembre pour dire qu'on est en désaccord, que le Saskatchewan prend cette décision et que vraiment, on est là pour les élèves, puis aussi avec le droit de la confidentialité. Donc, le fait que peut-être les jeunes utilisent un différent nom aux écoles qu'à leur maison. Tu sais, ça, c'est aussi quelque chose que ça fait longtemps. Tu sais, je parlais à quelqu'un de plus âgé, puis on dit, ben, tu sais, moi, à mon école, il y avait des personnes qui n'avaient pas le nom Marie, ils changeaient leur nom à l'école, ils aimaient aller par Jeanne, OK, on t'appelle Jeanne au lieu de Marie, tu sais, c'est pas la fin du monde, c'est vraiment juste le fait de, si les gens veulent s'appeler un nom, qu'ils peuvent s'appeler le nom qu'ils veulent sans demander aux parents. C'est vraiment pour la responsabilité de respecter les jeunes et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit en Saskatchewan. Alors, pour moi, c'était vraiment important d'être à la contre-manifestation pour pas que ça devienne quelque chose qu'on voit en Alberta aussi ou qui se répand. Oui, surtout que la première ministre de l'Alberta, certainement, fait partie de ce genre de groupe de personnes qui pourraient nous imposer Daniel Smith. Je vais quand même envoyer la balle à Arnaud. Tu es aussi organisateur, donc militant et organisateur d'un organisme francophone queer à Toronto. Qu'est-ce que les organisations, qu'est-ce qu'on doit faire comme communauté? Parce qu'il faut qu'on réponde à ça. Je voyais récemment dans les journaux là, que les agressions homophobes, transphobes, etc. sont en hausse, du moins au Québec. J'imagine que ça ne doit pas être différent dans le reste du pays. Qu'est-ce que doivent faire nos communautés? Ben, déjà, j'aimerais mentionner aussi que la question est en train d'être posée dans le Parlement de l'Ontario. Il y a le ministère de l'Éducation qui apporte les mêmes types de questions et qui veut privilégier le soi-disant droit des parents au-dessus du droit des enfants. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, ça n'existe pas vraiment. Et c'est peut-être pas utile de le rappeler, mais je vais quand même le rappeler que la haine, la discrimination, la violence envers les jeunes de LGBTQIA+, ce sont pas des droits, ni en Ontario, ni au Canada. Et puis, être informé en tant que parent de la manière dont son enfant veut s'identifier à l'école, c'est pas un droit non plus. C'est un privilège qui se mérite, en fait. Et ça, je pense que ça passe à travers la relation entre le parent ou la personne tutrice et l'enfant. C'est-à-dire, si en tant qu'adulte, on veut connaître la manière dont son enfant s'identifie, ben, on va développer une relation de confiance, une relation d'écoute, de soutien, d'empathie, de respect avec l'enfant de manière à mieux apprendre à le ou la connaître et de manière à soutenir son développement individuel et à soutenir son développement identitaire. Les jeunes bénéficient du droit à la confidentialité. Et en fait,
ce droit à la confidentialité, il va être plus important, il va être mis en préférence par rapport aux autres droits. Je trouve que l'argumentation, en fait, c'est assez étonnant. Je sais qu'il y a des initiatives pour rendre ça inconstitutionnel. Mais clairement, le droit à la confidentialité des enfants, il prime sur le soi-disant droit des parents. Et en Ontario, c'est intéressant parce que le ministère de l'Éducation, il y a déjà des directives qui existent par rapport à cette question et ça demande clairement aux enseignants, aux écoles, aux conseils scolaires de ne pas divulguer des renseignements au sujet de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'un enfant ou d'un jeune sans une bonne raison, par exemple une préoccupation pour sa sécurité, et seulement avec sa permission. Et ça inclut la divulgation à la famille. Mhm. Et je pense que c'est quelque chose qui est oublié. Et dans le débat, en fait, on voit que les manifestants ou les personnes qui ont cette optique par rapport à la question, c'est généralement des personnes qui sont pas ouvertes à la diversité sexuelle et de genre. Donc, c'est pas des personnes qui sont bienveillantes. Ouais. Si on avait des parents, des personnes tutrices bienveillantes, la question ne se poserait pas. Ces personnes-là, elles sauraient comment leur enfant se développe, comment leur enfant s'identifie. Pourquoi est-ce que ces personnes essaient d'aller chercher une manière de savoir et de contrôler la manière dont leurs enfants s'expriment ou s'identifient à l'école? C'est parce qu'elles n'ont pas cette relation avec leurs enfants. Et donc, elles n'ont pas la confiance des jeunes pour pouvoir savoir vraiment qui c'est de leurs enfants, comment est-ce que leur enfant se développe et s'identifie. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je pense que du point de vue des parents, c'est développer une relation plus profonde de soutien, d'empathie, de compassion avec leur enfant. L'amour inconditionnel des adultes, ça veut dire quoi? Ça veut dire soutenir les enfants dans leur développement individuel, dans leur développement identitaire, et essayer de les contraindre dans une vision des choses qui est complètement binaire et prédéterminée. Ça, c'est pas quelque chose qui va permettre aux jeunes de se développer et c'est en fait les conditions idéales pour que les jeunes développent des problèmes de santé mentale. Ça les met sur des rails mauvais par rapport à la réussite scolaire, par rapport aux enjeux de santé mentale, par rapport on parlait tout à l'heure de la suicidalité. Les personnes de SLGBTQIA+, en particulier les personnes trans, sont les plus à risque de suicidalité. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau des parents, des adultes, pour vraiment comprendre de quoi on parle par rapport à l'identité sexuelle, l'identité affective, l'identité de genre, et comment mieux soutenir les jeunes. On n'aura pas le temps d'aller sur le deuxième sujet, mais on en reparlera à notre prochaine rencontre parce que c'est tellement intéressant ce que vous dites. Mais j'aimerais revenir sur que doivent faire nos communautés, là, parce que il va falloir qu'on se mobilise parce que ce mouvement-là est quand même... Et je le dis parce que si vous regardez dans les nouvelles, il y avait vraiment de la haine homophobe. C'est pas juste une histoire d'école, il y avait une haine homophobe qui était très clairement exprimée dans ces manifestations-là. On l'a vu, il y a eu le même... C'était même violent, peut-être pas physiquement, mais les paroles étaient violentes. Il nous reste 2 minutes. Là. Qu'est-ce que nos communautés devraient faire? Je vous donne chacun peut-être une trentaine de secondes. Dan, qu'est-ce que nos communautés doivent faire pour se protéger? C'est dur à dire. Ces manifestants-là viennent d'où? On a 2023, puis on a dû faire des contre-manifestations pour défendre que l'école doit être sécuritaire pour des enfants. Qu'est-ce que c'est? C'est presque ridicule. Ça va être quoi le prochain empêchement? Il faut s'aimer. Il faut s'aimer et se célébrer. Ouais. Roseva, tu proposerais quoi, toi? Et moi, je dis que c'est vraiment important que nous autres, comme communauté de LGBTQIA+, qu'on se supporte nous-mêmes. C'est des personnes, des fois qu'on voit qui disent « Oh, moi, je suis quelqu'un gay, les enjeux trans me voient pas, je suis lesbienne, les enjeux trans ne me voient pas. » Non, il faut être en solidarité, toute la communauté et des alliés avec les personnes trans parce que je pense tu sais, ça commence avec les personnes trans, sont les plus vulnérables. Alors, c'est là que les groupes vont aller chercher en premier et ensuite, ils vont venir pour tous nos droits. Alors, on ne peut pas se séparer et dire que, oh, comme personne gay, ça me voit pas. C'est tous nos droits ensemble. L'acronyme de LGBTQIA+, il faut agir en solidarité. Rapidement, Arnaud, tu dirais quoi, toi?
Ben, je dirais déjà, faut pas utiliser les mêmes armes que nos adversaires, c'est-à-dire plutôt que de s'ancrer dans la haine, on va s'ancrer dans l'amour et le respect de l'autre. Et effectivement, prendre soin de nous individuellement et en tant que communauté. Et puis, avoir une approche intersectionnelle aussi, c'est-à-dire que les enjeux de la communauté de SLGBTQIA+, rejoignent les enjeux féministes, ils rejoignent les enjeux antiracistes, ils rejoignent tous les enjeux en fait liés à la justice sociale. Et je pense que c'est important de travailler à la construction de mouvements de solidarité entre nos différents enjeux, parce qu'au final, on touche à la même racine du problème. Ben, merci tous les trois, Roseva Forgue-Jenkins, Arnaud Baudry et Dan Robichaud. On se revoit dans un mois, on se reparle. Merci. Au revoir. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous, heureciel@gmail.com, et nous suivre sur les réseaux sociaux, DM Chabot, auteur sur les méchants Instagram et Facebook. Merci à l'équipe de recherche, Marie Massé et Godéric Trobe. Merci aussi à Maurice Bolduc à la mise en onde. Et puis nous, c'est un retour la semaine prochaine. On va continuer encore avec l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Après